Pourquoi la majorité abandonne juste avant que ça marche? Produit et lu par Livre Académie. Introduction. Écoute bien ce qui va suivre, parce que si tu comprends cette introduction, tu comprendras déjà l'essentiel de tout ce livre audio. La majorité des gens n'échouent pas parce qu'ils sont mauvais. Ils n'échouent pas parce qu'ils manquent d'intelligence. Ils n'échouent pas parce qu'ils n'ont pas de potentiel. Ils échouent pour une raison beaucoup plus simple, beaucoup plus sournoise, beaucoup plus difficile à accepter. Ils abandonnent au mauvais moment, pas au début, pas quand tout est difficile, mais juste avant que ça marche. Et c'est exactement ce qui rend cet échec si invisible. Parce que vu de l'extérieur, tout semble logique. Ils ont essayé, ils ont fait des efforts, ils ont été sérieux un temps, puis ils ont arrêté. Ils appellent ça être lucide, être réaliste, passer à autre chose. Mais en réalité, ils ont quitté la trajectoire juste au moment où le travail commençait à produire quelque chose que l'on ne voit pas encore. Le progrès réel est silencieux. Et le silence fait peur. Le cerveau humain déteste le silence. Il veut des signaux, des preuves, des confirmations. Il veut sentir que ça avance. Il veut être rassuré. Et quand ces signaux disparaissent, quand l'excitation retombe, quand les résultats cessent d'être visibles, une alarme s'allume, une alarme intérieure. Et cette alarme pousse à une seule chose, arrêter. Pas parce que c'est rationnel, mais parce que c'est émotionnel. Ce livre audio existe pour une seule raison, t'empêcher de confondre cette phase normale avec un échec, t'empêcher d'interpréter le silence comme un mur, t'empêcher de quitter la route alors que tu es encore en mouvement. Parce que la vérité est inconfortable, mais elle est simple. La majorité ne s'arrête pas parce que ça ne fonctionne pas. Elle s'arrête parce que ça ne la nourrit plus émotionnellement. Au début, tout est intense, l'envie, l'espoir, l'énergie. Chaque petit progrès est excitant, chaque action donne une sensation. Et puis, progressivement, cette sensation disparaît. Pas parce que le progrès s'arrête, mais parce que le cerveau s'habitue. Et quand il n'y a plus de nouveauté, plus de dopamine, plus de validation, le doute s'installe. C'est là que les trajectoires se séparent. Certains interprètent ce moment comme un signal d'alerte. Ils changent de direction. Ils recommencent ailleurs. Ils cherchent une nouvelle méthode, un nouveau projet, une nouvelle promesse. Ils repartent à zéro, encore une fois, et ils revivent exactement le même cycle. Enthousiasme, effort, silence, abandon. D'autres font quelque chose de beaucoup plus rare. Ils restent. Ils restent sans excitation. Ils restent sans certitude. Ils restent sans reconnaissance. Pas parce qu'ils sont plus motivés, mais parce qu'ils ont compris une chose fondamentale. Le vrai travail commence quand l'envie disparaît. Ce livre audio ne va pas te motiver. La motivation est instable. Elle vient et elle repart. Elle est précisément ce qui pousse les gens à abandonner quand elle n'est plus là. Ce livre audio va te donner une autre posture. Une posture beaucoup plus solide. Une posture qui te permet de rester quand tout en toi te pousse à partir. Tu vas comprendre pourquoi le doute arrive toujours trop tôt. Pourquoi l'ennui est un passage obligé. Pourquoi le silence est souvent un bon signe. Et surtout, pourquoi tenir un peu plus longtemps que les autres suffit souvent à gagner. Tu as le choix. Toujours. Tu peux continuer à interpréter chaque inconfort comme un signal d'échec. Ou tu peux apprendre à reconnaître le moment exact où la majorité abandonne. Et décider consciemment de ne pas en faire partie. Ce livre audio s'adresse à ceux qui sentent qu'ils sont proches de quelque chose, mais qui sont fatigués. À ceux qui ont déjà fait des efforts, mais qui doutent. À ceux qui ont l'impression de tourner en rond, alors qu'en réalité, ils avancent plus qu'ils ne le pensent. Si tu es encore là, c'est probablement ton cas. Alors écoute attentivement. Pas pour être rassuré, pas pour être inspiré, mais pour comprendre. Comprendre ce mécanisme précis qui fait que tant de gens s'arrêtent exactement là où il ne faudrait surtout pas s'arrêter. Parce qu'une fois que tu vois ce mécanisme, tu ne peux plus l'ignorer. Et quand tu ne l'ignores plus, tu changes de comportement. La majorité abandonne juste avant que ça marche. Et maintenant que tu es en train d'écouter ça, la vraie question est simple. Est-ce que tu vas continuer à faire comme la majorité ou est-ce que tu vas rester quand ça devient silencieux? Dans le prochain chapitre, on va commencer par une vérité essentielle.
Une vérité que presque personne n'accepte vraiment. Le silence n'est pas un échec, c'est une phase. Et comprendre ça change tout. Chapitre numéro 1. Arrête de confondre le silence et l'échec. Le progrès le plus important est presque toujours invisible. Il existe un moment précis où presque tout le monde se trompe, et ce moment n'a rien à voir avec l'échec visible, la difficulté brutale ou l'obstacle clair. Ce moment arrive plus tard, quand tout semble calme, quand rien ne bloque réellement, mais quand rien ne rassure non plus. C'est ce moment silencieux, fade, neutre, sans émotion forte, que la majorité interprète comme un signal d'arrêt. Et c'est exactement là que la majorité abandonne, non pas parce que ça ne marche pas, mais parce que ça ne se ressent plus. Le silence n'est pas un mur, le silence est une transition, mais ton cerveau ne l'interprète pas comme ça. Ton cerveau est programmé pour réagir aux signaux visibles, aux récompenses rapides, aux confirmations immédiates. Il veut sentir que l'effort produit quelque chose maintenant, pas plus tard. Et quand cette sensation disparaît, il tire une conclusion hâtive. Il décide que tu perds ton temps. Il décide que tu devrais changer. Il décide que continuer serait stupide. Et cette décision n'est pas rationnelle. Elle est émotionnelle. Au début, tout est simple. Tu démarres quelque chose de nouveau. L'énergie est haute. L'attention est forte. Chaque action donne une impression de progrès. Même les petits résultats semblent énormes. Ton cerveau est nourri. Ton ego est rassuré. Et parce que tout est intense, tu crois que c'est ça, avancer. Tu associes progrès et sensation. Tu associes réussite et excitation. Sans t'en rendre compte, tu poses une condition dangereuse. Tant que je ressens quelque chose, je continue. Puis vient le moment où l'excitation disparaît. Pas brutalement, lentement, progressivement. Les actions deviennent répétitives. Les résultats ne sautent plus aux yeux. Les efforts ne déclenchent plus de satisfaction immédiate. Et là, une confusion s'installe. Tu crois que tu stagnes, alors que tu entres simplement dans une phase plus profonde. Tu crois que rien ne se passe, alors que tout est en train de se structurer. C'est ici que presque tout le monde fait une erreur fatale. Ils interprètent l'absence de sensation comme une absence de progrès. Ils pensent que si ça marchait vraiment, ils le sentiraient encore. Ils oublient que le cerveau s'adapte. Ils oublient que ce qui était stimulant devient normal. Ils oublient que la solidité n'est jamais excitante. Et parce qu'ils oublient ça, ils quittent la trajectoire exactement au moment où elle commence à devenir sérieuse. Le silence arrive toujours avant la solidité. Toujours. Dans tous les domaines. Dans le travail. Dans la construction d'une compétence. Dans la discipline personnelle. Dans la stabilité financière. Il y a toujours une phase où le progrès cesse d'être visible et commence à être cumulatif. Et cette phase est la plus dangereuse, parce qu'elle ne fait pas mal. Elle n'alerte pas. Elle ne bloque pas. Elle ennuie. L'ennui est le vrai test, pas la difficulté, pas l'échec, pas la chute. L'ennui. Le moment où continuer ne procure plus aucune gratification immédiate. Le moment où personne ne valide. Le moment où l'effort devient mécanique. Le moment où ton esprit te demande pourquoi tu continues. C'est là que tu as le choix, toujours. Tu peux écouter cette voix intérieure qui te pousse à arrêter sous prétexte de lucidité. Ou tu peux comprendre que cette voix n'est pas un signal d'échec, mais un signal de transition. Un signal qui te dit que tu es en train de passer d'une phase émotionnelle à une phase structurelle. La majorité n'échoue pas parce qu'elle est incapable. Elle échoue parce qu'elle ne supporte pas cette phase invisible. Elle échoue parce qu'elle attend que le progrès se fasse sentir. Elle échoue parce qu'elle veut une preuve avant de continuer. Et cette exigence de preuve est précisément ce qui empêche la preuve d'arriver. Le progrès durable se construit sous la surface, comme des racines. Tu ne les vois pas pousser, tu ne les sens pas grandir, mais sans elles, rien ne tient. Et ceux qui arrachent ce qu'ils ont planté parce qu'ils ne voient rien sortir de terre ne récoltent jamais. Tu dois intégrer cette vérité profondément. Le silence n'est pas une punition. Il est une sélection naturelle. Il élimine ceux qui ont besoin d'être rassurés. Il laisse passer ceux qui sont capables de continuer sans être encouragés. Et cette capacité est rare, extrêmement rare.
Ton cerveau n'aime pas cette idée. Il veut du mouvement visible. Il veut des résultats clairs. Il veut pouvoir dire que ça marche ou que ça ne marche pas. Mais le long terme ne fonctionne pas comme ça. Le long terme exige que tu continues sans verdict immédiat, sans confirmation, sans certitude totale. La discipline commence exactement là. Pas quand tu es motivé, pas quand tu es enthousiaste, mais quand tu continues malgré l'absence de sensation. Quand tu continues alors que rien ne te stimule. Quand tu continues sans te raconter d'histoire. Tu n'es pas bloqué. Tu es dans la phase où la majorité s'arrête. Et c'est pour ça que cette phase est si importante. Parce qu'elle détermine tout ce qui suit. Si tu cèdes ici, tu recommenceras ailleurs. Tu retrouveras l'enthousiasme du début. Puis tu retomberas dans le silence. Puis tu abandonneras encore. Et tu passeras ta vie à confondre recommencer et progresser. Mais si tu tiens ici, quelque chose change. Lentement, sans bruit. Tu développes une compétence que presque personne n'a. La capacité de continuer sans récompense immédiate. La capacité de ne pas réagir à chaque émotion. La capacité de rester quand tout te pousse à partir. Cette capacité transforme tout. Parce que dans un monde où presque tout le monde abandonne trop tôt, celui qui tient devient automatiquement avantagé. Pas parce qu'il est meilleur, mais parce qu'il est encore là. Tu n'as pas besoin de ressentir pour avancer. Tu n'as pas besoin d'être rassuré pour continuer. Tu n'as pas besoin d'avoir envie pour tenir. Tu as le choix. Et ce choix se présente toujours au même moment. Quand le bruit disparaît, quand l'excitation tombe, quand l'effort devient banal, quand personne ne regarde. C'est là que la majorité abandonne. Et c'est là que tu peux décider de ne pas en faire partie. Ce chapitre existe pour graver cette idée dans ton esprit. Tant que tu confondras le silence avec l'échec, tu quitteras toujours la route trop tôt. Le jour où tu comprends que le silence fait partie du processus, tu changes immédiatement de posture. Tu ne réagis plus. Tu continues. Tu restes. Et rester est déjà une victoire. Mais comprendre le silence ne suffit pas. Parce qu'une autre illusion attend juste derrière. Une illusion encore plus dangereuse. Celle qui fait croire que tu as besoin de motivation pour continuer. Et tant que tu croiras ça, tu resteras vulnérable. C'est exactement ce que nous allons démonter dans le prochain chapitre. Parce que la motivation n'est pas ce qui te sauve. C'est ce qui te fait abandonner quand elle disparaît. Chapitre numéro 2. Arrête de t'appuyer sur la motivation. La motivation te fait commencer, la discipline te fait rester. Il faut que tu entendes cette vérité sans la déformer, sans l'adoucir, sans chercher à la rendre confortable. La motivation est l'une des raisons principales pour lesquelles la majorité abandonne juste avant que ça marche. Pas parce que la motivation est inutile, mais parce qu'elle est instable, émotionnelle, imprévisible et surtout trompeuse. Elle donne l'illusion du mouvement, mais elle ne garantit jamais la continuité. Et dans tout ce qui se construit sur le long terme, la continuité est la seule chose qui compte. Au début, la motivation est forte, elle te porte. Elle te donne l'impression d'avoir enfin trouvé l'énergie nécessaire. Tu te sens aligné, convaincu, prêt. Tu fais plus d'efforts en quelques jours que tu n'en faisais auparavant en plusieurs semaines. Et cette intensité te rassure. Tu crois que cette sensation est la preuve que tu es sur la bonne voie. Tu crois que tant que tu ressens ça, tu avances. Sans t'en rendre compte, tu poses une condition dangereuse. Tant que je me sens motivé, je continue. Mais la motivation n'est pas conçue pour durer. Elle est une réponse émotionnelle à la nouveauté, à l'espoir, à la projection. Elle est chimique. Elle dépend de ce que tu ressens, pas de ce que tu fais. Et tout ce qui dépend de ce que tu ressens est condamné à fluctuer, toujours. Le jour où la motivation baisse, et ce jour arrive toujours, ton cerveau interprète cette baisse comme un signal. Il te dit que quelque chose ne va pas, que tu as perdu l'envie, que peut-être ce n'était pas fait pour toi, que peut-être tu t'es trompé. Et cette interprétation est fausse. Mais elle est persuasive parce qu'elle s'appuie sur une sensation réelle, la fatigue émotionnelle. La majorité ne s'arrête pas parce qu'elle n'a plus de discipline. Elle s'arrête parce qu'elle attend encore la motivation pour continuer.
C'est là que se trouve le piège. Plus tu relis ton engagement à ton niveau de motivation, plus tu rends ton engagement fragile. Tu deviens dépendant d'un état interne que tu ne contrôles pas. Tu avances quand tu te sens bien. Tu ralentis quand tu doutes. Tu t'arrêtes quand l'envie disparaît. Et ce cycle te donne l'impression de faire des efforts, alors qu'en réalité, tu fais surtout des démarrages. Commencer est facile. Continuer sans envie est rare. La motivation te donne un faux sentiment de sécurité. Elle te fait croire que tant que tu te sens porté, tout ira bien. Mais le long terme ne se construit jamais dans un état de motivation constant. Il se construit dans des périodes neutres. Des périodes où tu fais ce qui doit être fait sans ressentir quoi que ce soit de particulier. Et ces périodes sont précisément celles que la majorité refuse de traverser. Il faut que tu comprennes une chose essentielle. Le moment où la motivation disparaît n'est pas un signal d'arrêt, c'est le vrai point de départ. C'est là que la trajectoire devient sérieuse. C'est là que le filtre s'active. C'est là que presque tout le monde s'arrête, persuadé d'être lucide, alors qu'il est simplement dépendant de ses sensations. Quand la motivation est là, tout le monde avance. Quand elle disparaît, seuls ceux qui ont autre chose continuent. Et ce quelque chose, ce n'est pas la volonté héroïque, ni la force mentale spectaculaire. C'est une décision simple et répétée. Continuer même sans envie. Tu as le choix. Toujours. Tu peux attendre de te sentir motivé pour agir, et donc t'arrêter régulièrement. Ou tu peux accepter que l'action ne doit pas dépendre de l'émotion. Cette seconde option est inconfortable au début, parce qu'elle te retire une excuse. Elle t'oblige à assumer que continuer ne dépend plus de ce que tu ressens, mais de ce que tu as décidé. La discipline commence quand tu n'attends plus d'avoir envie. Elle commence quand tu fais ce que tu as prévu de faire, même quand ton esprit te propose de remettre à plus tard. Elle commence quand tu refuses de négocier avec ton état émotionnel. La majorité confond motivation et engagement. La motivation est un état. L'engagement est une position. Un état fluctue. Une position se tient. Quand tu t'engages vraiment, tu n'attends pas que ton humeur valide ton action. Tu agis parce que tu as choisi une direction. Et cette direction ne change pas à chaque variation interne. Beaucoup disent vouloir réussir sur le long terme, mais organisent leur comportement autour du court terme émotionnel. Ils veulent durer, mais fonctionnent à la sensation. Ils veulent de la stabilité, mais réagissent à chaque fluctuation. Et cette incohérence est exactement ce qui les fait abandonner trop tôt. La motivation est bruyante. La discipline est silencieuse. La motivation te fait parler. La discipline te fait agir. La motivation te fait promettre. La discipline te fait répéter. Et le long terme ne récompense pas les promesses. Il récompense la répétition. Quand tu arrêtes d'attendre la motivation, quelque chose change profondément. Tu n'es plus surpris quand l'envie disparaît. Tu ne paniques plus. Tu ne te racontes plus d'histoire. Tu reconnais simplement la phase et tu continues. Ce moment-là est décisif parce qu'il te sort du cycle démarrage-arrêt. Il te sort de la dépendance émotionnelle. Il te place dans une posture beaucoup plus rare, celle de quelqu'un qui tient sans être porté. Tu n'as pas besoin de leur permission pour continuer. Tu n'as pas besoin d'être inspiré pour rester. Tu n'as pas besoin de te sentir bien pour avancer. Tu as le choix. Ce chapitre existe pour te retirer une illusion confortable, celle qui te fait croire que la motivation est ton allié principal. En réalité, elle est souvent ce qui te pousse à t'arrêter quand elle disparaît. Et tant que tu n'auras pas accepté ça, tu resteras vulnérable exactement au moment où il ne faudrait surtout pas l'être. Mais même en comprenant que la motivation est instable, il reste un obstacle majeur, un obstacle encore plus subtil, un obstacle que peu reconnaissent. Même quand tu continues sans motivation, quelque chose d'autre te pousse à lâcher. Ce n'est plus l'envie, ce n'est plus l'énergie, c'est le regard des autres, la reconnaissance, la validation, le fait que personne ne regarde plus. Et c'est précisément ce que nous allons affronter dans le prochain chapitre. Parce que tenir sans motivation est une chose. Tenir quand plus personne ne regarde en est une autre. Et c'est là que la majorité disparaît définitivement. Chapitre numéro 3. Reste quand plus personne ne regarde. Ce que tu fais quand personne ne te voit décide de tout.
Il y a une étape que presque personne n'anticipe, parce qu'elle ne fait pas peur au départ. Elle ne bloque pas. Elle ne fait pas mal. Elle ne provoque pas d'échec visible. Elle arrive doucement, presque sans prévenir. C'est le moment où plus personne ne regarde. Le moment où il n'y a plus de commentaires, plus de validation, plus d'encouragement, plus de signes extérieurs que ce que tu fais a de la valeur. Et c'est précisément à ce moment-là que la majorité s'arrête. Pas parce que c'est trop dur, mais parce que c'est trop silencieux. L'être humain est profondément social. Il est conditionné depuis toujours à ajuster son comportement en fonction du regard des autres. Ce regard rassure, il confirme, il valide, il donne le sentiment que l'effort a un sens. Et quand ce regard disparaît, une question s'installe, une question dangereuse. Pourquoi continuer si personne ne voit, si personne ne remarque, si personne ne félicite? Cette question détruit plus de trajectoires que l'échec lui-même. Au début, il y a toujours du monde. Les débuts attirent. Les projets nouveaux intéressent. Les changements visibles provoquent des réactions. Tu reçois des signes, des encouragements, des retours, même négatifs parfois, mais au moins il y a du bruit. Et ce bruit te porte. Il te donne l'impression que ce que tu fais existe réellement. Puis, progressivement, ce bruit disparaît. Les gens s'habituent. Ils passent à autre chose. Leur attention se déplace. Et toi, tu te retrouves seul avec ton effort, seul avec ta répétition, seul avec ton engagement. C'est là que tout se joue, parce que tant que tu avances sous le regard des autres, tu n'es pas encore testé. Tu es soutenu, tu es porté, tu es stimulé. Le vrai test commence quand tu n'as plus rien de tout ça. Quand tu dois décider si ce que tu fais vaut la peine, même sans reconnaissance. La majorité ne répond pas oui à cette question, pas consciemment. Mais par son comportement, elle ralentit, elle espace, elle reporte, elle s'autorise des écarts. Elle se dit que ce n'est pas si grave. Et peu à peu, sans même s'en rendre compte, elle lâche. Ce n'est pas un abandon brutal, c'est un effritement. Le regard des autres est un carburant puissant, mais dangereux. Tant que tu en dépends, tu restes vulnérable. Tu avances tant qu'il est là. Tu t'arrêtes quand il disparaît. Et comme toute reconnaissance extérieure finit toujours par disparaître, cette dépendance garantit l'abandon. Ceux qui tiennent longtemps ont compris quelque chose de fondamental. La reconnaissance est agréable, mais elle ne doit jamais être nécessaire. Le jour où tu en as besoin pour continuer, tu es déjà en danger. Tu dois comprendre une vérité inconfortable. Le long terme est solitaire, toujours. Plus la trajectoire est sérieuse, plus elle est silencieuse. Plus l'effort est profond, moins il est visible. Et si tu ne supportes pas cette solitude, tu quitteras la route exactement au moment où elle commence à porter. La majorité veut être vue, peu accepte d'être solide. Il y a une différence immense entre faire quelque chose parce que ça te définit et faire quelque chose parce que ça te rend visible. Tant que ton effort est lié à ton image, il est fragile. Dès que l'image n'est plus nourrie, l'effort s'effondre. Rester quand plus personne ne regarde demande une transformation intérieure. Tu dois déplacer la source de validation. Elle ne peut plus venir de l'extérieur. Elle doit venir d'une chose beaucoup plus stable, la cohérence avec toi-même. Quand tu continues sans être vu, tu construis quelque chose de rare. Tu construis une identité. Une identité qui n'a pas besoin d'être observée pour exister. Une identité qui agit parce qu'elle a décidé, pas parce qu'elle est applaudie. C'est exactement ce qui rend cette phase si inconfortable. Parce qu'elle t'oblige à affronter une question que beaucoup évitent toute leur vie. Est-ce que je fais ça parce que je crois que c'est juste ou parce que j'aime être reconnu? Tant que cette question n'est pas tranchée, tu restes vulnérable. Tu as le choix. Toujours. Tu peux continuer à chercher la validation et donc rester dépendant. Ou tu peux accepter que le vrai progrès se fait hors caméra, hors regard, hors applaudissements. Cette seconde option est plus difficile. Mais elle est infiniment plus solide. La discipline silencieuse est la plus puissante, précisément parce qu'elle n'a pas besoin d'être nourrie. Elle s'auto-entretient. Elle repose sur une décision intérieure. Et cette décision ne change pas selon l'attention que tu reçois. Quand plus personne ne regarde, beaucoup se demandent si ça vaut encore la peine. Ceux qui gagnent se demandent seulement s'ils sont encore alignés avec leur trajectoire.
Et s'ils le sont, ils continuent. Ce moment est un révélateur brutal. Il montre si ton engagement était réel ou conditionnel, s'il était profond ou superficiel, s'il reposait sur une vision ou sur une sensation. Tu n'as pas besoin de leur permission pour continuer. Tu n'as pas besoin qu'on te regarde pour avancer. Tu n'as pas besoin qu'on te valide pour rester. Tu as le choix. Il faut aussi parler d'une chose que peu osent admettre. Quand plus personne ne regarde, l'ego souffre. Il se sent inutile. Il se sent ignoré. Il se sent remis en question. Et cette douleur pousse à une réaction immédiate. Se rendre visible à nouveau. Changer de projet. Faire quelque chose de plus spectaculaire. Rechercher à nouveau le bruit. Mais cette réaction est une fuite. Une fuite devant le vrai travail. Celui qui ne se voit pas. Celui qui ne se montre pas. Celui qui construit lentement, profondément, sans reconnaissance. Les trajectoires solides sont discrètes. Toujours. Elles ne font pas de vagues. Elles avancent sous la surface. Et quand elles deviennent visibles, elles sont déjà irréversibles. Ceux qui tiennent longtemps ont accepté une chose simple. Personne ne viendra les sauver par des applaudissements. Personne ne viendra leur dire quand exactement ça marche. Personne ne viendra confirmer qu'ils sont sur la bonne voie. Ils ont accepté de continuer sans ces garanties. C'est pour ça qu'ils gagnent. Pas parce qu'ils sont spéciaux, mais parce qu'ils sont encore là. La majorité abandonne dans cette phase, persuadée qu'elle est devenue invisible parce qu'elle a échoué. En réalité, elle est devenue invisible parce qu'elle est entrée dans la phase la plus sérieuse du processus. Et cette confusion est fatale. Tu dois changer ton interprétation. Quand plus personne ne regarde, ce n'est pas un signal d'arrêt. C'est un signal de maturité. C'est le moment où tu passes du démonstratif au structuré, du visible au durable. Si tu tiens ici, tu développes une force que peu possèdent, la capacité de continuer sans reconnaissance. Et cette capacité te rend extrêmement dangereux à long terme. Dangereux parce que tu ne dépends plus. Dangereux parce que tu ne réagis plus. Dangereux parce que tu continues. Mais même quand tu as appris à tenir sans regard extérieur, un dernier piège t'attend. Un piège plus subtil encore. Un piège intérieur. Le doute. Pas le doute bruyant du début, le doute calme, le doute rationnel, le doute qui te fait croire que changer serait intelligent. Et c'est exactement ce que nous allons affronter dans le prochain chapitre. Parce que tant que tu négocieras avec le doute, tu resteras vulnérable. Et la majorité ne tombe pas à cause du doute brutal. Elle tombe à cause du doute raisonnable. Dans le prochain chapitre, on va voir pourquoi négocier avec le doute est souvent une fuite déguisée et comment apprendre à rester sans certitude absolue. Chapitre numéro 4. Ne négocie plus avec le doute. Le doute n'est pas ton ennemi. La négociation avec le doute l'est. Il faut être très clair dès le départ, parce que c'est ici que beaucoup de trajectoires meurent sans bruit. Le doute n'est pas un problème. Le doute est normal. Le doute est inévitable. Le doute est même sain. Ce qui détruit les trajectoires, ce n'est pas le doute lui-même. C'est la manière dont tu y réponds. Et la majorité fait exactement la même erreur. Elle commence à négocier. Le doute ne crie pas. Il ne t'attaque pas frontalement. Il ne te dit pas que tu es nul ou incapable. Il est beaucoup plus subtil que ça. Il se présente comme une réflexion intelligente, comme une remise en question raisonnable, comme une pause stratégique. Il te dit que tu devrais peut-être ajuster, peut-être changer, peut-être arrêter temporairement. Et cette apparence de rationalité le rend extrêmement dangereux. Le doute arrive rarement au début. Il arrive quand tu as déjà avancé, quand tu as déjà investi du temps, quand tu as déjà fourni des efforts, quand tu as déjà tenu sans motivation et sans reconnaissance. Il arrive précisément à ce moment-là parce que c'est là qu'il peut faire le plus de dégâts. Au début, arrêter est évident. Plus tard, arrêter demande une justification. Et le doute fournit cette justification. Il te pousse à analyser encore, à comparer, à te demander si tu es vraiment sur la bonne voie,
à regarder ce que font les autres, à imaginer des alternatives. Et plus tu négocies avec lui, plus tu t'éloignes de l'action. Pas brutalement, lentement, progressivement, jusqu'à ce que continuer devienne plus difficile que s'arrêter. La majorité ne lâche pas parce qu'elle panique. Elle lâche parce qu'elle se convainc. Elle se convainc que changer serait plus intelligent. Elle se convainc que persister serait de l'entêtement. Elle se convainc qu'arrêter serait de la lucidité. Mais ce raisonnement est presque toujours biaisé. Parce qu'il intervient trop tôt. Parce qu'il intervient dans une phase normale du processus. Parce qu'il confond incertitude et erreur. Tu dois intégrer une vérité fondamentale. Sur le long terme, il est impossible d'avoir une certitude constante. Celui qui attend d'être sûr pour continuer n'ira jamais loin. La certitude totale n'existe pas dans les trajectoires durables. Elle apparaît après coup, jamais pendant. Le doute apparaît quand tu as déjà perdu les signaux extérieurs, quand la motivation est partie, quand la reconnaissance a disparu, quand il ne reste plus que toi, ton effort et le temps. Et à ce moment-là, le doute te propose une porte de sortie élégante. Il ne te pousse pas à fuir, il t'invite à réfléchir. Mais réfléchir n'est pas toujours avancer. Il y a une différence immense entre ajuster une trajectoire et en changer pour fuir l'inconfort. Et cette différence est difficile à percevoir quand tu es fatigué, quand tu es seul, quand tu es dans le silence. Le doute profite de cet état. Il te fait croire que tu prends une décision stratégique, alors que tu es simplement en train d'éviter une phase inconfortable. Tu as le choix. Toujours. Tu peux utiliser le doute comme un signal d'observation, sans modifier ton comportement. Ou tu peux lui donner le pouvoir de rediriger tes actions. La majorité choisit la seconde option. Et c'est pour ça qu'elle recommence sans cesse. Nouveau projet, nouvelle méthode, nouvelle promesse, même cycle, même abandon. Négocier avec le doute, c'est lui donner une importance qu'il ne mérite pas. C'est accepter qu'une émotion calme mais persistante décide à ta place. C'est déplacer la responsabilité de ta trajectoire vers un état interne fluctuant. Les personnes qui tiennent longtemps ne font pas disparaître le doute. Elles refusent simplement de négocier avec lui. Elles l'observent, elles le reconnaissent, mais elles ne modifient pas leur engagement à chaque apparition. Le doute devient dangereux quand il commence à influencer ton rythme, quand il te fait ralentir, quand il t'autorise des pauses injustifiées, quand il transforme la discipline en option. Et cette transformation est presque imperceptible. Tu as l'impression de rester sérieux, alors que tu as déjà commencé à lâcher. La discipline ne consiste pas à ne jamais douter. Elle consiste à ne pas agir en fonction du doute. C'est une nuance essentielle. Tu peux douter et continuer. Tu peux être incertain et rester. Tu peux ne pas savoir exactement où ça mène et avancer quand même. Cette capacité est rare et elle fait toute la différence. La majorité pense que ceux qui gagnent sont sûrs d'eux. C'est faux. Ils sont simplement stables dans leurs décisions. Ils ne changent pas de cap à chaque fluctuation interne. Ils acceptent l'incertitude comme une composante normale du long terme. Le doute te dit souvent que tu perds ton temps. Mais il ne peut pas mesurer le temps. Il ne voit que l'instant. Il ignore l'accumulation. Il ignore l'effet cumulatif. Il ignore ce que produit la répétition sur des mois et des années. C'est pour ça que lui confier la direction est une erreur. Quand tu négocies avec le doute, tu transformes chaque journée en débat intérieur. Tu gaspilles de l'énergie. Tu fragilises ton engagement. Tu rends chaque action conditionnelle. Et à long terme, cette instabilité te vide. Tenir sans certitude est une compétence. Une compétence mentale. Une compétence comportementale. Une compétence qui se construit en refusant de réévaluer sans cesse ce qui a déjà été décidé. Tu n'as pas besoin de leur permission pour continuer. Tu n'as pas besoin d'être sûr pour rester. Tu n'as pas besoin de réponse immédiate pour avancer. Tu as le choix. Le doute n'est pas là pour être résolu. Il est là pour être traversé. Et plus tu cherches à le faire disparaître avant d'agir, plus tu retardes l'action. La majorité attend que le doute parte pour continuer.
Ceux qui gagnent continuent pendant qu'il est là. C'est inconfortable, mais c'est efficace. Ce chapitre existe pour te faire comprendre une chose essentielle. Tant que tu négocieras avec le doute, tu resteras vulnérable. Tu resteras exposé aux abandons propres, rationnels, justifiés. Et ces abandons sont les plus dangereux parce qu'ils ne ressemblent pas à des échecs. Ils ressemblent à des décisions intelligentes. Mais la vraie intelligence, sur le long terme, consiste parfois à ne pas décider, à ne pas réévaluer, à rester dans ce qui a été choisi, même quand l'incertitude s'installe. Quand tu arrêtes de négocier avec le doute, quelque chose se stabilise. Tu récupères ton énergie, tu simplifies ton esprit, tu redeviens cohérent. Et cette cohérence te prépare à la dernière étape, la plus calme, la plus puissante, celle où il ne reste plus qu'un facteur en jeu. Le temps. Et c'est exactement ce que nous allons aborder dans le dernier chapitre. Parce qu'une fois que tu as appris à tenir dans le silence, sans motivation, sans reconnaissance, sans négocier avec le doute, il ne reste plus qu'à laisser le temps faire ce qu'il fait toujours avec ceux qui ne s'enfuient pas. Dans le prochain chapitre, tu vas comprendre pourquoi le temps est le plus grand allié de ceux qui tiennent et pourquoi la majorité, encore une fois, quitte le jeu juste avant que ce travail invisible porte ses fruits. Chapitre numéro 5. Laisse le temps faire le travail. Le temps ne récompense pas ceux qui espèrent, il récompense ceux qui restent. Arrivé ici, il n'y a plus de concepts compliqués à comprendre, plus de techniques à apprendre, plus de stratégies à empiler. Il ne reste qu'une seule chose à accepter pleinement, sans négociation possible. Le temps est le véritable juge de toute trajectoire, et c'est précisément pour cette raison que la majorité abandonne juste avant que ça marche. Pas parce qu'elle est incapable, pas parce qu'elle n'a pas fourni d'efforts, mais parce qu'elle n'a pas supporté la durée. La durée sans excitation, la durée sans preuve immédiate, la durée sans promesse claire. Le temps demande une chose très simple et très exigeante à la fois. Rester. Le temps ne te parle pas. Il ne t'encourage pas. Il ne te félicite pas. Il ne te dit jamais clairement si tu es sur la bonne voie. Il avance, imperturbable, indifférent à tes états d'âme. Et c'est cette indifférence qui met la majorité en échec. Parce que l'être humain veut du sens immédiat. Il veut comprendre ce que produit son effort maintenant. Il veut pouvoir mesurer, comparer, conclure. Et le temps refuse tout ça. Il ne fonctionne pas à l'échelle de la journée ou de la semaine. Il fonctionne à l'échelle de la répétition, de l'accumulation, de la persistance. La majorité commence avec énergie parce qu'elle croit que l'énergie suffira. Elle continue un temps parce qu'elle croit que la volonté tiendra. Puis, elle arrive dans cette zone étrange où rien ne s'effondre, mais où rien n'explose non plus. Tout est stable, lent, presque banal. Et cette banalité est insupportable pour un esprit qui attendait une transformation spectaculaire. Alors elle doute, elle s'impatiente, elle cherche un signe. Et comme le temps ne donne pas de signe clair, elle interprète son silence comme une réponse négative. Mais le temps ne dit jamais non, il dit seulement « continue ». La majorité ne perd pas contre un événement précis, elle perd contre l'usure mentale de la répétition. Elle perd contre la lenteur, elle perd contre l'absence de repères immédiats. Elle perd parce qu'elle veut savoir avant d'avoir laissé assez de temps. Elle veut être sûre avant d'avoir duré. Et cette exigence de certitude précoce est incompatible avec toute construction solide. Ceux qui gagnent sur le long terme ne sont pas pressés. Pas parce qu'ils sont détachés, mais parce qu'ils ont compris que la précipitation est une forme de peur. Peur de perdre du temps. Peur de se tromper. Peur de rester trop longtemps sans résultat visible. Et cette peur pousse à bouger sans cesse, à changer, à recommencer, à interrompre des processus qui n'ont pas encore eu le temps de produire quoi que ce soit. Le temps ne fonctionne pas de manière linéaire. Il accumule, il compresse, il prépare, puis il libère. Et la majorité abandonne pendant la phase de préparation, persuadée qu'elle est inutile, alors que c'est la phase la plus importante. C'est là que les fondations se posent. C'est là que les automatismes se créent. C'est là que les erreurs se corrigent sans bruit. C'est là que la solidité se construit. Tu dois entendre cette vérité clairement.
Si tu juges ton avancée trop tôt, tu prendras toujours la mauvaise décision. Si tu évalues ton effort avant que le temps ait pu jouer son rôle, tu concluras presque toujours que ça ne marche pas. Et cette conclusion te fera partir juste avant que l'accumulation commence à se traduire en résultats visibles. Le temps est un filtre impitoyable. Pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il est cohérent. Il élimine ceux qui changent trop souvent. Il élimine ceux qui ne tiennent pas assez longtemps. Il élimine ceux qui ont besoin d'être rassurés pour continuer. Et il récompense mécaniquement ceux qui restent. Sans favoritisme, sans exception. Rester ne veut pas dire forcer. Rester ne veut pas dire souffrir inutilement. Rester veut dire organiser ta vie de manière à pouvoir continuer sans t'épuiser. Faire moins, mais tenir. Avancer plus lentement, mais ne pas t'arrêter. Refuser les accélérations artificielles qui brûlent l'énergie et créent l'illusion du progrès. La majorité veut aller vite parce qu'elle confond vitesse et contrôle. Elle pense que si elle avance vite, elle maîtrise. En réalité, elle fuit l'inconfort du temps long. Elle fuit la patience. Elle fuit la répétition. Elle fuit la simplicité. Et ce qu'elle fuit est précisément ce qui produit les résultats durables. Quand tu restes assez longtemps, quelque chose change profondément dans ta relation à ce que tu fais. Tu n'es plus dans l'attente. Tu n'es plus dans l'espoir fébrile. Tu n'es plus dans la projection constante. Tu es dans l'exécution calme, dans la continuité, dans une forme de stabilité mentale qui ne dépend plus des résultats immédiats. Le temps transforme l'effort en identité. Ce que tu fais devient ce que tu es, et quand l'action devient une extension de ton identité, elle ne dépend plus des circonstances. Elle ne dépend plus de l'humeur. Elle ne dépend plus des signes extérieurs. Elle existe par cohérence interne. C'est à ce moment-là que la trajectoire devient presque impossible à arrêter. Pas parce qu'elle est spectaculaire, mais parce qu'elle est intégrée. Et cette intégration demande du temps, toujours. La majorité n'atteint jamais ce stade parce qu'elle quitte la route avant. Elle veut les fruits sans avoir laissé l'arbre pousser. Elle veut la reconnaissance sans avoir accepté l'invisibilité. Elle veut la certitude sans avoir traversé l'incertitude. Tu as le choix. Toujours. Tu peux continuer à négocier avec le temps, à lui demander des preuves, à lui imposer ton rythme et donc rester frustré. Ou tu peux accepter son fonctionnement, t'y aligner et le laisser travailler pour toi. Cette décision est silencieuse. Elle ne se voit pas. Elle ne se proclame pas. Elle se répète chaque jour, sans émotion particulière. Le temps ne te demande pas d'être exceptionnel. Il te demande d'être constant. Il ne te demande pas de réussir vite. Il te demande de ne pas disparaître. Il ne te demande pas d'avoir raison. Il te demande de rester assez longtemps pour que ce que tu fais ait une chance de produire quelque chose. La majorité abandonne juste avant que ça marche, parce qu'elle sous-estime cette réalité. Elle croit que si ça n'a pas encore marché, alors ça ne marchera jamais. Elle oublie que le temps crée des effets retardés. Elle oublie que beaucoup de choses fonctionnent longtemps sans résultats visibles, puis produisent soudainement. Quand les résultats arrivent, ils semblent rapides pour ceux qui regardent de loin. Mais ils ne le sont jamais pour ceux qui ont tenu. Ils sont le produit d'une accumulation silencieuse, patiente, presque ingrate. Si tu es encore là, si tu écoutes encore, si tu as traversé le silence, la perte de motivation, l'absence de reconnaissance, le doute, alors tu es déjà différent de la majorité. Pas supérieur, mais plus durable. Et sur le long terme, la durabilité gagne presque toujours. Il n'y a pas de conclusion spectaculaire à ce livre audio. Parce que le long terme n'est pas spectaculaire. Il est discret, il est calme, il est stable. Et c'est précisément pour ça qu'il fonctionne. La majorité abandonne juste avant que ça marche. Maintenant que tu le sais, il ne te reste plus qu'une chose à faire. Rester, continuer. Laisser le temps faire ce qu'il a toujours fait pour ceux qui ne s'enfuient pas. Pas aujourd'hui seulement, pas demain seulement, mais suffisamment longtemps. Et ça suffit. Conclusion. Ce n'est jamais le moment où tu t'arrêtes qui est neutre. Si tu es arrivé jusqu'ici, alors il y a une chose que tu ne peux plus ignorer. Ce livre audio ne t'a pas appris à commencer.
Il ne t'a pas appris à rêver plus grand. Il ne t'a pas appris à vouloir plus fort. Il t'a appris quelque chose de beaucoup plus rare et beaucoup plus décisif. Il t'a appris à rester. Et cette compétence, presque personne ne la possède vraiment. La majorité des gens passent leur vie à croire qu'ils ont un problème de motivation, de talent ou de chance. En réalité, ils ont un problème de durée. Ils ne tiennent pas assez longtemps dans une seule direction. Ils changent avant que le temps ait pu travailler. Ils quittent la trajectoire avant que l'accumulation silencieuse ne commence à produire ses effets visibles. Et ce départ n'est jamais anodin. Il n'est jamais neutre. Il efface tout ce qui a été construit jusque-là. Ce livre audio t'a montré que l'abandon n'arrive pas quand tout va mal, mais quand tout devient calme. Quand il n'y a plus de bruit, plus d'excitation, plus de validation, plus de certitude. C'est là que la majorité se raconte une histoire rassurante. Elle appelle ça de la lucidité, du réalisme, un choix mature. Mais ce n'est souvent qu'une incapacité à rester sans récompense immédiate. Tu as vu que le silence n'est pas un échec. Tu as compris que la motivation est instable. Tu as accepté que la reconnaissance disparaît. Tu as appris à ne plus négocier avec le doute. Et enfin, tu as compris que le temps est le seul juge fiable de toute trajectoire sérieuse. Ces vérités ne sont pas spectaculaires. Elles sont inconfortables. Et c'est précisément pour ça qu'elles fonctionnent. La transformation réelle n'est pas visible de l'extérieur. Elle ne se poste pas. Elle ne se proclame pas. Elle se vit dans la répétition quotidienne, dans les décisions banales, dans la continuité silencieuse. Et cette transformation est lente. Tellement lente que l'ego s'impatiente. Tellement lente que le mental cherche une sortie. Tellement lente que la majorité abandonne juste avant que ça marche. Ce livre audio n'a pas cherché à te convaincre que tout ira bien. Il a cherché à te rendre responsable. Responsable de ton interprétation. Responsable de ta réaction face au silence. Responsable de ton comportement quand il n'y a plus rien à ressentir. Parce que c'est là que tout se joue. Tu as le choix. Toujours. Chaque jour, ce choix revient. Continuer ou t'arrêter. Rester ou changer. Tenir ou recommencer ailleurs. Et ce choix n'est jamais dramatique. Il est souvent discret, presque banal. Il se cache dans de petites décisions. Reporter ou faire. Simplifier ou compliquer. Rester cohérent ou te disperser. La majorité perd parce qu'elle sous-estime le poids de ces micro-décisions répétées. Elle croit qu'un grand choix changera tout. Mais ce sont les petites continuités qui décident du long terme. Ce sont les jours où tu continues sans envie. Les semaines où tu avances sans signe. Les mois où tu restes sans reconnaissance. Ce livre audio n'est pas une fin. Il est un rappel. Un rappel que tu n'as pas besoin d'un nouveau départ. Tu as besoin de ne pas t'arrêter. Tu n'as pas besoin d'une meilleure méthode. Tu as besoin de plus de durée. Tu n'as pas besoin de comprendre davantage. Tu as besoin de tenir plus longtemps que la majorité. Quand tu regarderas en arrière, si tu tiens, tu verras que rien n'a changé d'un coup. Tout s'est construit lentement, calmement, sans annonce. Et ce calme sera ta plus grande force. Parce que ce que tu auras construit ne dépendra pas d'un état émotionnel. Il dépendra du temps accumulé. La majorité abandonne juste avant que ça marche parce qu'elle cherche un signal final. Un moment clair où tout devient évident. Mais ce moment n'existe pas. Il n'y a pas de cloche qui sonne. Il n'y a pas de validation officielle. Il y a simplement un jour où tu réalises que ce qui te semblait difficile est devenu normal. Et à ce moment-là, il est déjà trop tard pour ceux qui sont partis. Si tu devais retenir une seule chose de tout ce que tu viens d'entendre, ce serait celle-ci. Le long terme n'est pas une question de force, c'est une question de fuite. Ceux qui ne fuient pas finissent presque toujours par prendre de l'avance. Pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils sont encore là. Tu n'as pas besoin de leur permission. Tu n'as pas besoin d'être sûr. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu as besoin de rester. La majorité abandonne juste avant que ça marche. Maintenant que tu le sais, le reste t'appartient. Et quand tu couperas ce livre audio, quand le silence reviendra, quand plus rien ne te portera émotionnellement, souviens-toi de ça. Le moment où tu doutes n'est pas un signal d'arrêt. Le moment où tu hésites n'est pas un avertissement. Le moment où tu te demandes si ça vaut encore la peine
est souvent le moment exact où ça commence à compter. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à accélérer. Tu as simplement à rester. Encore un peu. Juste assez longtemps pour ne pas faire comme la majorité.